Nous débuterons ce cycle d'enseignement sur la structure générale de la cellule par un chapitre d'introduction sur la définition de la cellule. L'objectif est de décrire les différents éléments de la cellule eucaryote avec une description des constituants du cytoplasme et du cytosol. Nous débuterons ce cycle d'enseignement. Avant d'avancer dans ce cours, je voudrais me présenter. Je suis Michel Sève, professeur en biochimie, biologie cellulaire et biotechnologie à l'Université Joseph-Fourier. Je suis également praticien hospitalier à l'Institut de biologie et pathologie du CHU de Grenoble. Mes enseignements sont donnés dans les domaines de la biochimie, la biologie cellulaire et les biotechnologies en PACES, au cours des études de pharmacie, dans les licences et maîtrises en biotechnologie santé. Je suis également responsable de l'école des biotechnologies à l'Université Joseph-Fourier et co-responsable du Master européen Erasmus Mundus BioHealth Computing. En ce qui concerne mes activités de recherche et hospitalière, avant d'avancer dans ce cours, je voudrais me présenter. Je suis Michel Sève, professeur en biochimie, biologie cellulaire et biotechnologie à l'Université Joseph-Fourier. Je suis également praticien hospitalier à l'Institut de biologie et pathologie du CHU de Grenoble. Ainsi, nous débuterons ce cycle d'enseignement par un ensemble de définitions de la structure de la cellule eucaryote. Après l'observation d'une représentation schématique d'une cellule, nous définirons les termes de cytoplasme, de cytosol, et nous finirons par voir la composition et les fonctions du cytosol. Ainsi, nous débuterons ce cycle d'enseignement. La cellule est l'unité structurale, fonctionnelle et reproductrice constituant tout ou partie d'un être vivant, à l'exception des virus. Chaque cellule est une entité vivante qui, dans le cas d'organismes multicellulaires, fonctionne de manière autonome mais coordonnée avec les autres. Les cellules de même type sont ainsi réunies en tissus, eux-mêmes réunis en organes. La théorie cellulaire implique l'unité de tout le vivant. Tous les êtres vivants sont composés de cellules dont la structure fondamentale est commune, ainsi que l'homéostasie du milieu intérieur, milieu de composition physico-chimique régulé et propice au développement des cellules de l'espèce considérée. L'étude de la cellule depuis plus de 300 ans a permis de décrire ses différents constituants et de découvrir son fonctionnement du niveau moléculaire jusqu'à des modèles d'intégration globale. Vous pouvez observer ici une représentation schématique d'une cellule eucaryote. La cellule constitue une unité spatiale délimitée par une membrane appelée membrane plasmique. Celle-ci, loin d'être une limitante hermétique, constitue une surface d'échange permettant la mise en place du flux. La nature moléculaire de cette membrane et ses éléments fonctionnels vous seront décrits dans le chapitre suivant. L'observation microscopique des cellules a mis en évidence de nombreuses structures internes appelées organites intracellulaires. Nous pouvons ainsi citer le noyau, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les vésicules, les mitochondries, etc. Ces organites sont également délimités par des membranes. Le noyau, par exemple, est délimité par une membrane nucléaire. La cellule est donc constituée d'un système complexe de membranes délimitant des compartiments au sein desquels vont se dérouler des réactions biochimiques bien définies. La cellule est l'unité structurelle. Nous commencerons par quelques définitions. Le cytoplasme est défini comme le matériel biologique contenu entre la membrane plasmique et l'enveloppe nucléaire. Il s'agit d'une phase liquide, ou plus exactement d'une émulsion colloïdale qui comporte de nombreux organites et structures en suspension dans une phase liquide appelée cytosol. Il contient des ribosomes, des mitochondries, un cytosquelette et un ensemble de vacuoles plus ou moins ramifiés. Ces vacuoles constituent le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les vésicules de sécrétion, les endosomes, les lysosomes, les phagosomes. En outre, le cytoplasme des plantes
comporte un organite appelé plaste impliqué dans la photosynthèse. Nous commencerons par quelques définitions. Le cytosol, ou hyaloplasme, est donc la phase liquide, translucide où baignent les organites. Nous pouvons donner une définition technique du cytosol. Il s'agit d'une fraction liquide du cytoplasme obtenue après centrifugation et élimination des organites. Ce cytosol est donc délimité par l'ensemble des membranes de la cellule, la membrane plasmique, la membrane nucléaire et les membranes des organites. Ces limites membranaires sont représentées en rouge sur ce schéma de cellules. Le cytosol correspond à l'espace de couleur grise situé au centre. Le cytosol, ou hyaloplasme, attardons-nous un peu sur l'origine de ces structures au cours de l'évolution et voyons la théorie d'évolution admise actuellement. Nos cellules eucaryotes dérivent d'une cellule ancestrale de type prokaryote, c'est-à-dire une cellule à la structure très simple, le matériel biologique étant contenu dans un espace délimité par une seule membrane. Cette cellule ancestrale ne contenait donc pas d'organites intracellulaires. L'ADN génomique était attaché à une petite invagination de la membrane plasmique. Un réarrangement a provoqué la formation d'une enveloppe autour du noyau, laissant toutefois un contact entre l'ADN génomique et le cytosol afin de permettre les étapes de synthèse protéique. Le contenu nucléaire est donc topologiquement apparenté au cytosol. Nous retrouverons cet état durant la division cellulaire où le contenu nucléaire se mélange au cytosol. D'un autre côté, la lumière du réticulum est en continuité avec l'espace entre la membrane externe et la membrane interne du noyau, et donc topologiquement apparentée au milieu extracellulaire. Nous retrouverons ce lien topologique notamment lors du processus de synthèse de protéines sécrétées. En ce qui concerne les mitochondries et les plastes, la théorie admise sur leur origine est celle de l'endocytose d'une bactérie par une cellule pré-eucaryote. Ce mécanisme est schématisé sur les dessins du bas. Cette théorie s'appuie sur l'analyse des génomes mitochondriaux et explique pourquoi la lumière de ces organites est restée isolée du réseau de membranes intracellulaires. Attardons-nous un peu sur l'origine. La cellule eucaryote comporte donc un cytosol où baignent de nombreux organites. Ces organites représentent une fraction du volume intracellulaire très variable. La majeure partie du volume cellulaire est occupée par le cytosol. Les organites occupant le plus grand volume sont les mitochondries avec 22% du volume. Le réticulum, l'appareil de Golgi et le noyau occupent des volumes compris entre 6 et 9%. Enfin, les différents types de compartiments vésiculaires n'occupent guère plus de 1% chacun. Toutefois, nous verrons que ces chiffres peuvent varier de manière importante suivant le type cellulaire et l'activité de la cellule. Les chiffres présentés ici sont les valeurs pour une cellule du foie, l'hépatocyte. Les ordres de grandeur sont donc à retenir plus que les chiffres dans l'absolu. La cellule eucaryote comporte donc un... Voyons maintenant plus en détail quelle est la composition du cytosol. Il s'agit d'une phase liquide ou plus exactement semi-liquide. En effet, la définition exacte en termes biophysiques du cytosol est celle d'un gel colloïdal 4 fois plus visqueux que l'eau. Son pH est neutre autour de 7. Pour comparaison, le pH global de la cellule est de 7,4, à rapprocher également de la valeur du pH physiologique du milieu extracellulaire aux environs de 7,45. Le cytosol est constitué de 85% d'eau, cette eau se déclinant en eau liée aux macromolécules, en eau d'hydratation et enfin en eau libre qui ne représente que 30% du volume du cytosol. Le cytosol est également riche en ions, notamment sodium, potassium, chlore, magnésium ou calcium. Il comporte certains gaz dissous, comme l'oxygène ou le gaz carbonique.
De nombreuses molécules ont été mises en évidence dans le cytosol, se divisant en deux groupes. Les molécules de petite ou moyenne taille, telles que les glucides, des lipides, des acides aminés, des nucléotides, et un nombre très élevé d'autres métabolites. Le deuxième groupe comporte des macromolécules telles que des protéines, des polysaccharides, des glycoprotéines ou des acides nucléiques. Voyons maintenant plus en détail. Ce tableau récapitule les concentrations des principaux ions présents dans le cytosol. Ces concentrations sont exprimées en millimolaires et sont à comparer à celles mesurées dans la circulation sanguine qui représente le milieu extracellulaire. Ces concentrations, pour la circulation sanguine, sont indiquées dans ce tableau sur la colonne de droite. Les flèches rouges indiquent les ions présentant de grandes différences de concentration entre le milieu intracellulaire et le sang. Nous remarquerons que le cation principal du cytosol est le potassium, alors que le sodium est en concentration faible en comparaison de la concentration extracellulaire. D'autre part, l'anion extracellulaire principal est le chlore, alors que les charges négatives sont principalement amenées par les protéines dans le cytosol. Enfin, nous remarquerons la concentration extrêmement faible du calcium intracellulaire. Le calcium étant un messager intracellulaire, sa signalisation ne peut fonctionner correctement qu'avec un taux basal très faible. Ce tableau récapitule les concentrations. Nous avons parlé d'un état de gel colloïdal pour ce cytosol. Ceci est dû à la grande quantité de molécules en solution, particulièrement les protéines, avec une concentration protéique cytosolique estimée à environ 200 mg par millilitre. C'est une concentration très élevée qui n'est jamais rencontrée pour un liquide biologique extracellulaire. Les protéines représentent ainsi 20 à 30% du volume du cytosol. Parmi ces protéines, certaines sont en solution, isolées ou sous forme de complexes plus ou moins importants, mais une très grande partie de ces protéines sont liées aux membranes, que ce soit la membrane plasmique ou celle des organites, sous la forme de complexes multiprotéiques. Enfin, le cytosol comporte plusieurs structures de grande taille en suspension, observables au microscope électronique, que sont les globules lipidiques et les particules de glycogène. Ces structures ne sont pas délimitées par des membranes. Elles ne sont donc pas considérées comme des organites et sont donc des constituants du cytosol. Nous avons parlé d'un état de gel. Nous terminerons ce chapitre par l'énumération des fonctions du cytosol. Elles sont au nombre de 3. Le cytosol est tout d'abord une réserve de matériaux pour de nombreuses fonctions cellulaires. Il participe à la régulation des pH intra- et extracellulaires grâce à sa grande quantité d'eau et d'ions et à la possibilité de les mobiliser à travers les membranes, la membrane plasmique et celle des différents compartiments. Il s'agit d'une réserve énergétique grâce aux vacuoles lipidiques et glycogéniques et une réserve de matériaux nécessaires à la construction des édifices macromoléculaires. Enfin, le cytosol permet le transit de molécules protéiques et de macromolécules. Sa deuxième fonction est celle d'un carrefour de voies métaboliques, en permettant le déroulement de nombreuses réactions enzymatiques et l'échange de métabolites et produits de réaction avec les autres compartiments. Le cytosol est le lieu de réaction anabolique et catabolique des glucides, des acides aminés, des acides gras et des nucléotides. Sa troisième fonction est de transmettre des signaux à partir de la membrane plasmique vers les organites et le noyau. C'est la transduction du signal qui fait appel à de nombreuses protéines, notamment des enzymes fixées sous la membrane plasmique ou en solution. Nous terminerons ce chapitre par les... À l'issue de ce cours, voici des éléments majeurs à retenir. Vous devez savoir définir le cytosol et le cytoplasme avec leur relation avec la membrane plasmique et les organites. Vous devez connaître la composition du cytosol ainsi que ses fonctions comme réserve de matériaux, carrefour de voies métaboliques et dans la transduction du signal.
Nous avons ainsi abordé un schéma très général de la cellule et défini le cytoplasme et le cytosol. Nous avons aussi cité un certain nombre d'organites intracellulaires qui seront détaillés dans les chapitres ultérieurs. À l'issue de ce cours,